est-ce que ça serait pas le moment de faire un petit bilan de lecture 2024 ? Je pense que si. Comme l'année précédente, je vais vous faire mon petit bilan de lecture en vous parlant notamment des bouquins qui m'ont le plus marqué, des bouquins aussi qui m'ont peut-être un petit peu moins touché. Et même si je sais que c'est pas une compétition, cette année j'ai lu 30 livres. C'est pas énorme, voilà, pour quelqu'un qui parle de bouquins sur sa chaîne YouTube. Mais c'est pas une compétition. Je sais qu'il y en a, ils ont besoin de se mettre cette discipline, de se mettre un nombre de livres à lire chaque mois pour justement continuer à apprécier cet amour de la lecture. Mais d'autres, justement, j'ai l'impression que c'est plus une compète qu'autre chose, en mode ouais, ben moi j'ai lu 200 bouquins cette année, et juste voilà, si j'ai pas pu lire énormément de bouquins cette année, c'est aussi par rapport à mes études, parce que ouais, je suis pas en fait en études de lettres modernes moi, ni en lettres classiques, je suis en histoire. Donc lire des lectures plaisir à côté des cours, c'est peut-être un petit peu compliqué pour moi. Et ne faites pas attention à cette coupe dégueulasse, je suis toujours dans mon projet de repousse, c'est catastrophique. C'est juste à titre indicatif pour la vidéo, vous allez voir passer une trentaine d'ouvrages, quoique un petit peu moins parce qu'il y en a un ou deux que je n'ai pas en version papier. Je pense qu'on va aller du pire au moins pire, pour dire ça gentiment. Voilà. Mais là, les bouquins que je vais vous présenter, ce sont, voilà, les lectures, allez, bof bof quoi. Donc les bouquins que je classerai dans la catégorie, bon, moyen, pas mal mais sans plus, ils sont juste là. Je vais les poser ici pour pas avoir à les tenir. Le premier exil de Santiago Amigorena. Dans ce second ouvrage, il retrace toujours son parcours autobiographique. Dans le premier livre, l'auteur s'intéressait notamment, il me semble, à son grand-père. Et dans le premier exil, on va suivre justement les pas de l'enfance de l'auteur. Je me rends compte que j'aime de plus en plus lire des biographies, mais il faut vraiment que le style soit accrocheur, quoi, vous voyez. Et si le premier exil, je l'ai classé dans la catégorie bof-bof, parce que vous l'aurez compris, le style, bah, j'ai pas trop accroché quoi. Alors, faut savoir que c'est une enfance assez émouvante quand même qu'il a eu Santiago Amigorena. Il a passé son enfance en Uruguay où vraiment la situation, elle était pas incroyable. Genre les dictatures militaires sud-américaines, je sais pas si vous connaissez le bail, c'est pas incroyable. Du coup voilà, il y a ce côté hyper touchant et cette volonté de soigner un petit peu son inner child, on va dire, à travers cet ouvrage, à travers l'exercice de l'écriture. Sauf que des fois, en fait, il y a des considérations métaphysiques, sociétales, philosophiques de l'auteur, où vous voyez, on rentre un petit peu dans ses pensées. Des fois, je suis en mode, ouais, ok, et alors, j'en ai rien à péter. C'est hyper violent dit comme ça. Je pense que pas mal de personnes peuvent se retrouver dans ce que je suis en train de dire. C'est que des fois, il y a des considérations peut-être un petit peu trop élitistes, un petit peu vieux jeu, et je suis en mode, allez, c'est bon quoi. Même si le fond était émouvant, voilà, j'ai pas trop accroché avec la forme, avec certaines tournures de phrases qui faisaient un peu trop pompeuses selon moi. Donc c'est pour ça que je le range dans la catégorie livre qui était sympa, mais sans plus. On va ensuite passer à Vipère au point d'Hervé Bazin. Oui, c'est une très vieille édition, il me semble qu'elle appartenait à ma tante. Et je pense qu'il a vécu... Ouah, ça sent la... Vous savez, la poussière des étagères de vieux. Hein, voilà, super odeur. Vipère au point, c'est un grand classique de la littérature française, en tout cas des années, je dirais, 70-80 plutôt. En tout cas, j'ai l'impression que tous nos darons ont déjà lu Vipère au point, ou ont entendu en tout cas parler de l'ouvrage d'Hervé Bazin. Alors c'est l'histoire de Jean Rezeau, de ses frères, et de leur mère. Leur mère qui est une femme odieuse que les enfants surnomment Folcoche. Et dans Folcoche, il y a folle, et franchement, c'est vraiment l'adjectif qui qualifierait la daronne dans cette histoire. Donc vous l'aurez compris, c'est une forme d'autobiographie où on explore aussi, voilà, toute la condition d'un enfant qui est violenté, maltraité par sa mère. Et j'ai l'impression que dans les bouquins comme ça, voilà, qui datent, ça c'est des fin 40, début 50, c'était limite presque, on en rigolait, voilà, de ces violences infantiles, de ces violences physiques et des violences verbales. Du moins j'ai l'impression qu'on tournait un peu ça en dérision parfois. Et c'est ce qu'on peut voir dans ce bouquin. Mais n'empêche que là on a le point de vue de l'enfant qui grandit avec cette mère totalement maltraitante et on sent qu'il est en colère. Il la déteste vraiment et il va rentrer dans un schéma un peu compétitif avec elle où il lui dit là je sais que ça t'énerve que je fasse ça mais je le fais quand même pour te faire chier. Voilà, donc c'est un roman où des fois faut s'accrocher, il y a des petites touches d'humour des fois mais j'ai trouvé ça quand même parfois un petit peu trop violent. Je pense que j'étais pas forcément dans une bonne période de l'année pour pouvoir lire ce genre de choses, mais si vous êtes sensible à tout ce qui est violence intrafamiliale, voilà, vous êtes prévenu en tout cas. Mais voilà, de fait il m'a pas plus marqué que ça. J'ai trouvé que cette histoire était touchante, mais
mais je le classerai pas dans mes meilleurs livres de l'année quoi. Bon, livre suivant. J'allais dire un peu dans la même trempe, mais ça a rien à voir, je dis juste ça parce que c'est aussi l'édition qui appartenait à ma tante. J'ai lu Un sac de billes de Joseph Joffo. Donc Un sac de billes, je pense que vous connaissez les films, vous connaissez l'histoire, mais je vais vous la rappeler au cas où, ou vous l'apprendre si vous n'avez pas entendu parler de cet ouvrage. C'est un témoignage de l'auteur sur son enfance durant la Seconde Guerre mondiale. Du coup, on suit le parcours du petit Joseph qui était du coup un enfant juif. On suit un petit peu tout son périple, toute sa fuite, le fait qu'il a dû abandonner sa famille pendant des mois, des années, qu'il a dû toujours se cacher pour essayer de survivre en fait. C'est vraiment un roman qui bouge littéralement sans arrêt. C'est-à-dire que d'un chapitre à un autre, le petit Joseph, il est nulle part au même endroit. Il est toujours obligé de fuir pour survivre. Il y a évidemment la légèreté de l'enfance qui transparaît, comme tous les bouquins un peu autobiographiques ou qui tournent autour de la thématique de l'enfance et qui essaient d'aborder des sujets ultra difficiles avec une touche de légèreté. Le fait que j'ai mis du temps à finir ce bouquin, ça m'a pas permis d'apprécier comme il se devait cette lecture. Du coup, c'est pour ça que je l'ai mis dans la pile des bouquins qui étaient que j'avais trouvé bien, mais sans plus. Bon, quand je vous disais que cette liste allait peut-être faire débat, je pensais à ce livre. En fait, Vendredi ou la vie sauvage. Non, je ne l'ai pas lu quand j'étais en 6ème, je me souviens peut-être qu'on en parlait un petit peu, mais je n'avais jamais pris le temps d'ouvrir ce bouquin. Bah oui, c'est illustré du coup, c'est un livre pour enfants, Vendredi ou la vie sauvage. Je pense que je vais pas vous faire un résumé du bouquin, mais juste vous dire que voilà, les romans d'aventure, les Robinsonades, c'est pas trop mon style. Même si l'écriture elle était un petit peu enfantine, ça m'a pas dérangé parce que c'est une histoire universelle. On peut lire ça quand on est enfant, on peut lire ça quand on est adulte, d'ailleurs avec mes yeux de grande fille de 20 ans. J'ai pu vraiment remarquer les travers de la société colonialiste anglaise de l'époque. Ce qui est génial avec ce bouquin aussi, c'est qu'il dénonce totalement les travers des sociétés capitalistes anglo-saxonnes et occidentales. Oui, on parle toujours de Vendredi ou la vie sauvage. Et ça explore aussi tout ce qui est question d'amitié, justement, de rapport entre humains. Et ça reste quand même une belle histoire. Pour celles et ceux qui ont lu, c'est quoi ce putain de passage avec la grotte lactée dans laquelle se plonge Vendredi? C'est ça, c'est un peu, non? On va passer au livre suivant. Cet été, j'ai lu The Ballad of the Sad Café de Carson McCullers. Mon accent, c'est catastrophique, frère. C'est un petit recueil de nouvelles en anglais. Alors, faut savoir que je lis pas beaucoup en anglais. Déjà que je lis pas beaucoup en français, je vais pas beaucoup lire en anglais. Mais bon, je savais qu'il allait lâcher, mais tiens le coup, pour la suite de la vidéo, gars. Allez, c'est un petit recueil de nouvelles un petit peu mood automnal, un petit peu morbide. J'ai pas spécialement aimé et je pense que j'aurais dû lire ça à une période plus à Halloween, mais pas en plein été, sous 40 degrés, avec l'envie vraiment de me détendre. C'est plus angoissant, badant et random qu'autre chose en fait. Oh bah tiens, lui je l'ai mis dans les livres pas ouf. La vérité sur la lumière d'Audur Ava Ólafsdóttir. C'est le deuxième livre que je lis de cette autrice. J'avais lu Miss Island d'elle et je l'avais beaucoup aimé. Et je trouve que les éditions Zulma sont vraiment magnifiques. J'adore leur couverture à chaque fois. La vérité sur la lumière, j'en ai fait une petite critique sur mon compte Instagram et sur TikTok. C'est l'histoire de Dia. Dia qui est issue d'une lignée d'accoucheuses, donc littéralement de sage-femme. Et en islandais, on ne dit pas sage-femme, on dit mère de la lumière. C'est une histoire un petit peu originale parce que ça tourne autour de la question de la naissance, du rapport à l'homme dans l'environnement, de la maternité. Il y a des sujets un petit peu sensibles, comme par exemple les fausses couches, des grossesses non désirées, des trucs comme ça. Alors, moi qui n'ai absolument pas envie d'avoir de gosses, des fois je lisais le bouquin et j'étais en mode la maternité c'est pas fait pour moi quoi. Donc ce bouquin j'ai trouvé magnifique dans le sens où Audur Ava Ólafsdóttir a une plume mais d'une beauté. Elle est légère, elle est belle, c'est facile à lire, c'est émouvant. À chaque fois, ces histoires prennent place, j'ai l'impression, dans des paysages islandais. Et ça nous fait voyager. J'ai bien aimé ce bouquin. C'est vrai qu'il ne m'a pas totalement marqué ou transcendé. Il n'empêche qu'il était très beau. On va ensuite passer aux bouquins qui m'ont quand même bien plu. C'est pas des 5 sur 5, des 10 sur 10, mais on s'y rapproche. Et ils sont juste là. Bonjour. Voici mon chat, Anakin. Enfin, c'est le chat de mon copain, mais je t'aime. Il y a plein de points partout. On va commencer ce petit classement par les lettres de mon moulin, de Alphonse Daudet.
Je ne pensais pas le mettre dans les livres qui m'ont vraiment bien plu, mais en fait, ce tout petit recueil de contes, je l'ai lu à une période où j'avais vraiment besoin de lecture courte et d'être apaisée. Et ça fait du bien de lire des trucs comme ça, même si des fois c'est assez... Bon, il peut y avoir des nouvelles violentes quand même là-dedans. Bah ça se passe dans un cadre montagnard. Ça se passe, il me semble, dans les Alpes, si je dis pas de conneries. En tout cas, en lisant ça, on s'éloigne de la ville. On se pose dans des paysages verdoyants et j'avais vraiment besoin de cette tranquillité. Parce qu'en fait, moi je suis une campagnarde pure souche, c'est-à-dire que j'habite en ville depuis, allez, 3 ans à peu près, mais j'ai besoin de la campagne, des fois quand même. C'est pour ça que j'aime bien rentrer chez mes parents de temps en temps pour me poser, aller me balader et respirer un air qui n'est pas pollué. Parce que putain, je sais pas comment vous faites les Lyonnais pour vivre ici H24, 7 jours sur 7, toute l'année, et respirer un air qui sent littéralement le pot d'échappement, la pisse, la transpiration et la cigarette. Enfin bref. J'avais vraiment besoin des lettres de mon moulin pour me poser. Et j'adore les contes. C'est un de mes genres préférés, je pense, dans la littérature. Vraiment, si vous n'avez pas le temps de lire, si vous avez besoin de vous poser un petit peu, juste besoin de vous évader le temps d'1 heure, privilégiez les contes. Alors, avant de reparler contes, on va parler un peu roman gothique. Voilà, roman noir avec Frankenstein de Mary Shelley. Alors lui, je l'ai lu en tout début d'année. Bon, Frankenstein, pareil, on ne présente plus. Et non, Frankenstein, ce n'est pas le monstre, ce n'est pas la créature, c'est Victor Frankenstein, le savant. Oui, parce qu'il y en a beaucoup qui font encore l'erreur aujourd'hui. Alors aussi, je vous conseille d'aller vous renseigner sur l'histoire de Mary Shelley, l'autrice de Frankenstein, parce qu'elle a eu une vie glauque as fuck, mais justement, on est bien dans l'ambiance du bouquin. En fait, ça faisait tellement longtemps que j'entendais parler de Frankenstein, j'avais vu des films autour de ça, mais vraiment, j'avais cette curiosité de venir lire le bouquin, et bon, ok, j'ai pas lu en anglais, j'avais la flemme. Mais quand même, la traduction, je l'ai trouvée vraiment sympa. J'ai adoré toutes les rêves scientifiques, religieuses, philosophiques qu'il y avait dans ce bouquin. C'est pas juste une histoire de créatures monstrueuses, un peu qui fait peur, voilà, Halloween ou gosses. Non, c'est génial. Il y a des réflexions hyper intéressantes en fait dans cette histoire. Et si vous l'avez toujours pas lu, je vous conseille vivement de le faire. Ok, c'est 19e siècle, mais c'est pas pompeux comme style. Franchement, c'est très accessible. Pour se mettre un petit peu dans le mood, voilà, je vous conseille de lire en automne ou le soir. Mais ouais, voilà, Frankenstein, j'ai beaucoup aimé. Ensuite, oh, alors lui, oh, c'est bien, j'aime bien. J'ai hésité à mettre 5 sur 5. C'est Les Nuits Bleues de Anne-Fleur Multon. Alors, j'ai vu beaucoup de critiques sur ce bouquin qui disaient que c'était niais, c'était chiant à mourir. Pourquoi ? Parce que c'est une sorte de petite... une histoire d'amour. En fait, c'est l'histoire d'une narratrice qui... On est en plein confinement, je crois, à Paris, un truc comme ça. Elle va se rendre chez une dénommée Sarah. Et en fait, elles finissent par tomber amoureuses. J'avais besoin d'un bouquin comme ça, parce que c'est à la fois poétique, romantique et émouvant. Et pourtant, comme je l'ai dit dans des vidéos précédentes, moi, je suis pas romance du tout. Enfin, du moins, quand j'étais ado, je l'étais pas. J'aimais pas trop les romances à l'eau de rose entre lycéens et tout. Là, c'est quand même une romance un petit peu plus mature, il y a des scènes de cul, pour notre plus grand plaisir, et parfois, je sais pas si vous voyez, je pense pas que ça fera le focus parce que cette caméra me pète les couilles, mais des fois c'est écrit sous forme de petits messages de poèmes. Ah, c'est tellement touchant, c'est tellement émouvant, genre... Bah, c'est une romance lesbienne, et c'est pas violent, c'est pas une tragédie, ça finit pas mal, justement, c'est hyper doux, c'est super doux, et vraiment, si vous croyez plus en l'amour, mais lisez ça. Donc on va replonger un petit peu plus dans les contes, avec évidemment, vous voyez venir à 10 km, du Benjamin Lacombe. J'ai encore demandé à mon chéri une édition pour Noël de Benjamin Lacombe, ou pour mon anniversaire. J'ai appris qu'il y avait le portrait de Dorian Gray qui avait été illustré par Benjamin Lacombe. Oh, depuis le temps que je veux lire ce bouquin, et en plus il s'est illustré par mon dessinateur préféré, Mama. Enfin bref, j'ai donc lu Histoire de femme samouraï et Esprit et créatures du Japon, respectivement offerts par ma daronne et mon chéri l'année dernière, au Noël de l'année dernière justement. J'adore le contraste de couleurs entre les deux bouquins à la caméra, j'espère que ça rend bien aussi de votre côté. Je vais pas vous faire un résumé de tous les contes qui sont dépeints dans ce bouquin, je vais juste revenir 2 secondes sur les illustrations que je mettrai au montage et que je trouve comme d'habitude magnifiques. Oh. Mais lisez les contes comme ça, putain, c'est beau, c'est beau. Et puis, plus particulièrement, les contes japonais. Alors, des fois, ça peut parler donc de thèmes de guerre, de femmes samouraïs, avec des tragédies, des histoires de deuil, mais quand même, j'ai à ce côté un petit peu apaisant. Je sais pas comment dire, même quand ça parle de la mort dans les contes, c'est toujours dit d'une manière tellement douce que c'est émouvant et apaisant. Je sais pas m'exprimer, c'est catastrophique. Enfin, lisez des contes, c'est génial, et les dessins sont magnifiques. Je fais une petite interlude avant de passer à la section des livres qui m'ont le plus plu
cette année. Parmi les histoires que j'ai lues cette année, il y a aussi 5 ou 6 nouvelles que je compte quand même dans le classement. Et ce sont des nouvelles de Maupassant. Alors, je pense pas toutes vous les répertorier ici. J'ai fait un petit reel Insta à ce sujet que vous pouvez très rapidement retrouver. Mais juste pour vous dire, si ça parle à celles et ceux qui ont lu ces nouvelles, celle qui m'avait beaucoup marqué, c'était notamment Le Vagabond et Joseph. C'est deux histoires très différentes. Joseph, c'est super drôle, Le Vagabond, c'est un petit peu plus émouvant. J'en ai parlé dans ma vidéo Comment se remettre à lire. Je ferme ma parenthèse nouvelle et pour vous dire aussi que j'avais lu un autre bouquin que je n'ai pas entre les mains qui s'appelle Siddhartha de Hermann Hesse. C'est l'ami de mon copain qui m'a prêté ce bouquin et qui m'a dit il faut absolument que tu le lises. Et effectivement, c'est un conte philosophique. Je ne savais pas trop dans quelle catégorie l'ajouter. Soit je le mettais dans les bouquins qui m'ont vraiment bien plu parce qu'il y a toute la dimension philosophique, réflexive que j'ai beaucoup aimé et l'aspect conte évidemment. J'ai beaucoup lu de nouvelles et de contes cette année, vous l'aurez compris. Ou est-ce que je le mets plus dans la catégorie livre sympa mais sans plus? Voilà, je sais pas trop encore, j'en parle maintenant vite fait comme ça, c'est dommage j'ai pas le bouquin papier pour vous en parler davantage. Mais l'heure tourne, du coup c'est le moment de vous présenter mes meilleures lectures de 2024. Et elles sont juste là. Alors j'avais envie d'introduire ce dernier classement par 69 tiroirs de Goran Petrovic. J'en ai vite fait parler aussi sur les réseaux sociaux. 69 tiroirs, ça se passe dans les pays de l'Est, il me semble. Donc déjà, l'auteur Goran Petrovic, il vit à Belgrade. C'est l'histoire de Adam. Adam, il bosse pour une revue littéraire. Et un jour, on va lui demander, enfin c'est un client ou une cliente un peu mystérieuse qui va lui demander de retraduire un manuscrit un petit peu particulier. Et lui, il n'a jamais entendu parler de ça. Et là, il y a un truc exceptionnel qui se passe, c'est que quand il lit le bouquin, il plonge littéralement dans le récit. Attention, ce livre-là, qui a été écrit par Anastas Branitsa, un auteur complètement mystérieux qui est mort dans des circonstances encore plus mystérieuses, bah c'est un récit vraiment particulier parce qu'il n'y a pas d'intrigue, il n'y a pas de personnage, c'est juste des descriptions sans fin et hyper détaillées d'une maison. Voilà, je vous en dis pas plus, mais c'est un roman à tiroir. Bah, comme dans le titre, 69 tiroirs. Il y a un petit clin d'œil là-dessus justement. C'est un roman à tiroir, pourquoi? Parce qu'on a l'histoire d'Adam, on a l'histoire de Anastas Branitsa, on a l'histoire d'autres protagonistes qui vont lire le bouquin, etc. etc. Et c'est plein d'histoires qui sont liées par le manuscrit, le fameux manuscrit que Adam doit traduire. C'est une expérience de lecture incroyable qui explore le méta littéraire sur toutes ses formes et c'est putain de bien écrit quoi, genre c'était trop bien. Moi qui d'habitude ai beaucoup de mal avec les descriptions sans fin, ici elles étaient presque nécessaires pour donner encore plus de couleurs et de vivant au récit. Ça, c'est une valeur sûre. C'est vraiment très bien écrit, l'histoire est très belle. Il y a une dimension un petit peu politique derrière, il y a une dimension fantastique aussi, et il y a une mini histoire d'amour en fond, mais ça écrase pas le truc, voilà. Mais ça reste quand même hyper intéressant, c'est hyper riche comme bouquin, l'histoire est belle. Qu'attendez-vous pour l'acheter? Alors, pour le prochain livre, on va mettre quelques trigger warnings très rapidement. Seconde Guerre mondiale, violence en tout genre, voilà. Je vais vous parler de Aucun de nous ne reviendra de Charlotte Delbo. Si je ne me trompe pas, c'est le premier livre que j'ai lu en 2024. Et on va dire que j'ai commencé l'année assez lourdement, on va dire. Ah, ça va être dur d'en parler. On va plutôt parler de l'autrice. Charlotte Delbo, elle va être déportée à Auschwitz en janvier 1943, avant d'être transférée au camp de Ravensbrück en 1944. Et elle est libérée en avril 1945. Et dans ce livre, elle raconte à sa façon, d'un point de vue surtout féminin, l'horreur qu'elle a vécue dans les camps. Alors j'avais déjà lu des témoignages de survivants des camps ou des témoignages de la Seconde Guerre mondiale tout court parce que c'est une période de l'histoire qui est particulièrement brutale et touchante et qui fait écho à certaines horreurs de nos sociétés actuelles. Mais pour le coup, ça a été une lecture extrêmement marquante dans le sens où l'écriture de Charlotte Delbo est très efficace pour dire l'horreur. Alors du coup ça prend la forme de petits chapitres, des courts chapitres intitulés L'adieu, l'appel, la nuit. C'est écrit assez petit. Il y a un chapitre aussi qui s'appelle La soif. Voilà. Je vais pas en parler davantage puisque je vais juste me mettre à chialer. Donc c'est super marquant. Juste lisez ce bouquin. Mais c'est un témoignage nécessaire. Lisez ce genre de récit. Voilà. On va parler de choses un petit peu plus gaies, puisque sinon on va terminer cette vidéo en pleurant, voilà, tout simplement. Alors, je vais finir très rapidement avec deux bouquins qui m'ont extrêmement marqué. Alors, je vais pas vous parler de L'amie prodigieuse d'Elena Ferrante, parce que c'est littéralement
ma dernière vidéo YouTube. Elle a un peu floppé d'ailleurs, donc si vous voulez aller la voir pour faire remonter les stats, mais puis et surtout pour m'entendre parler de ce bouquin exceptionnel, et ben allez-y, je vous mettrai le lien en description, et puis de toute façon c'est ma dernière vidéo qui s'appelle L'amie prodigieuse. Il faut absolument que vous lisiez ce livre. Coup de cœur de l'année. Ça, coup de cœur de l'année. On va finir par La peste de Camus. J'allais dire, on va embrayer sur quelque chose d'un petit peu plus joyeux, ça l'est pas. Voilà, parce que La peste, on vous l'a cette année avec le Covid, je pense. Mais moi, je l'ai pas lu pendant le Covid, je l'avais pas lu les années précédentes, je l'ai lu cet été, autour d'un petit latte frappé caramel dans un bar à Lyon. C'était trop bien. J'avais déjà lu Camus, hein, mais plus ses essais. Et là, c'est une des premières fois que je lis vraiment, enfin, des romans de Camus. Et c'était génial. Donc vous connaissez l'histoire du docteur Rieux qui est à Oran et qui du jour au lendemain va voir plein de rats crever dans les rues. C'est assez inquiétant. Et là en fait on soupçonne de plus en plus un retour de la peste et c'est bien le cas. C'est cette maladie terrible qui a frappé la ville. Je comprends pourquoi les gens l'ont lu pendant le Covid, parce qu'il y a vraiment le mood confinement et j'avais l'impression d'être confinée avec les habitants à Oran, j'avais l'impression que je pouvais pas sortir du livre. Il y a des scènes hyper émouvantes, hyper choquantes même. Donc je trouve que Camus a fait son taf avec ça, où il arrive à nous plonger dans l'horreur absolue. On a l'impression qu'on suffoque littéralement et qu'on va crever nous aussi. J'adore quand tu lis un livre, t'es tellement plongé dedans, l'auteur arrive tellement à retranscrire les choses avec une justesse telle que t'arrives à t'imaginer l'environnement dans lequel les personnages vivent. Enfin, c'est tout simplement du génie. Voilà, il n'y a pas tous les auteurs qui arrivent à faire ça, je pense que Camus, par contre, est l'un de ceux justement qui y arrivent. Donc voilà, pareil, gros coup de cœur de 2024. Et voilà, cette vidéo touche déjà à sa fin. Je sais, elle était peut-être un petit peu courte, je n'ai lu que 30 livres. Ça peut paraître bien peu comparé à d'autres influenceuses littéraires qui, elles, ont l'occasion de lire plus de 150-200 livres par an. J'ai pas forcément d'objectif de lecture pour cette année 2025. Je veux juste, voilà, continuer à lire des bouquins qui me font kiffer. Et puis, je voulais vous remercier tout particulièrement pour cette année 2024, parce que c'est l'année où j'ai commencé à poster mes vidéos et on a dépassé du coup les 1000 abonnés. Donc je vous remercie énormément. Je compte encore continuer les vidéos en 2025, peut-être continuer ce rythme d'une vidéo par mois à peu près. Et puis restez connectés, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram et TikTok où j'essaie de poster quelques petites critiques littéraires de temps en temps. Et puis voilà, merci tout simplement pour cette année, merci d'avoir donné de la visibilité à ma chaîne YouTube, à mes vidéos. J'ai toujours envie de... j'ai envie de continuer à vous conseiller des bouquins, à vous parler lecture tout simplement. En attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite de très belles fêtes, de très belles vacances si vous en avez. Profitez de votre famille, de vos proches et prenez soin de vous. Des bisous, bye.